Le cercle RH, notre débat avec mes invités, ils sont avec moi, ils sont heureux d'être là, ils s'installent pour être évidemment paisibles sur leur fauteuil, c'est important de le préciser. Avec moi, trois invités, Alexandra Petit-Signe, bonjour, merci de revenir sur notre plateau. Vous étiez déjà venue par les formations, consultante en développement professionnel à l'APEC, les cadres. On fera le point sur à la fois les reconversions souhaitées, celles qui sont belles, qu'on met souvent en valeur à la télévision. Voilà, j'ai renversé la table, j'ai quitté la finance pour devenir un fabricant de tomates ou cultiver des plantes bio. Ça, c'est une belle reconversion. Puis il y a aussi des reconversions plus techniques et parfois plus contraintes. On va en avec vous dans quelques instants. Ogéné Moginson, Ogéné, je suis désolé, fondatrice du cabinet Enego, vous étiez venue au tout début de Smart Job, dans les premières émissions, on vous réinvite. Alors, vous êtes évidemment à la tête de ce cabinet, de conseil en stratégie, et puis je précise quand même que c'est important, votre parcours, c'est le parcours d'une sportive de haut niveau, en taekwondo, avec des titres, beaucoup de titres, et je pense que le travail du sportif, c'est intéressant. Il doit passer par la reconversion et à peine entamant sa carrière de pro, doit déjà commencer à se dire qu'est-ce que je fais après ? Qu'est-ce que je fais quand je me blesse ? Voilà. Est-ce que j'ai un boulot après ? C'est un vrai sujet pour les sportifs et dans des sports qui sont des sports entre deux, oui. Où on gagne pas, voilà, les sports passion, on ne gagne pas des millions comme dans certains autres sports. Et là, il faut réfléchir à ce qu'on va faire après. Étienne Pujol, je vous l'avais dit, Étienne, qu'il allait revenir, bah oui, c'est comme ça, c'est le hasard de la vie. Étienne, vous êtes avocat au cabinet Barilo, avocat spécialiste en droit social, en droit du travail. Et la reconversion, c'est un sujet évidemment qui va vous intéresser, mais à l'aune de ce qui se passe au niveau du transco, des transformations plus globales quand une entreprise ferme. D'abord, est-ce que vous avez réussi, Onégué, votre reconversion ? Est-ce que vous avez le sentiment, parce que moi je connais beaucoup de sportifs qui pour certains galèrent, c'est-à-dire se retrouvent en situation de galère, pour parler de votre cas, vous basculez dans un cabinet, vous devenez chef d'entreprise. Vous l'aviez en tête ça quand vous étiez sportive ou pas ? Non, je ne l'avais pas en tête, mais ma chance c'est que j'ai découvert mon sport très tard. J'ai commencé à 18 ans, donc j'ai eu un coup de cœur pour ce sport et l'entraînement et la passion ont fait que j'ai pu effectivement pousser loin, entrer en équipe de France et faire des médailles. Mais j'ai toujours eu en tête le fait de faire des études et d'aller chercher, de devoir aller me vendre ensuite sur le marché du travail. Donc j'avais toujours dans un coin de ma tête cette reconversion. Donc je n'ai jamais arrêté mes études en fait. Je faisais mes études de droit en parallèle du sport, donc c'était assez tendu, mais ça n'était pas négociable en fait. Pour moi, c'était normal de le faire. Bien sûr. Et donc du coup, à la fin de mes études, au final, ça a quand même été une reconversion, puisque d'études de droit, je suis passée au service commercial d'une entreprise. Donc, mais c'est le sport qui, effectivement, m'a mis le pied à l'étrier dans l'entreprise, puisque au service commercial, je retrouvais les mêmes enjeux, des défis, challenges, des classements. Donc, effectivement, j'étais dans mon élément. Par chance, j'ai été dans mon élément directement. Pour devenir ensuite, avec un autre chemin, chef d'entreprise à la tête d'un cabinet pour accompagner et pour évidemment recruter, on va en parler. Alexandra Petit-Signe, il y a la reconversion classique, celle dont on entend parler depuis 20 ans, enfin ça fait un peu plus de 25 ans que j'anime des débats, là c'est la reconversion traditionnelle. Est-ce qu'on a changé de braquet avec le Covid ? Est-ce que, avec tout ce qu'on nous dit, avec des journaux qui nous disent mais les métiers de demain on les connaît pas encore, 50% des métiers vont disparaître, c'est-à-dire qu'on dit à des salariés, ce que vous faites là aujourd'hui, c'est pas sûr que vous le fassiez encore dans 3 ans. C'est angoissant quand même. Hein. Ouais. C'est vrai que typiquement dans votre cas, on voit bien que la transition professionnelle, enfin la logique en tout cas d'employabilité, elle était toujours présente. Quand vous avez démarré votre carrière sportive, vous aviez déjà en tête, voilà, ce métier, je vais peut-être pas le faire toute ma vie, je vais pas pouvoir le faire toute ma vie, donc j'anticipe et je réfléchis effectivement à la suite de ma carrière. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait nous à l'APEC aussi, dans notre métier, justement, d'accompagner les cadres dans cette transition. Hein. Donc, on les accompagne. Ils vous disent quoi, vos cadres ? Il y a un cadre sur 5 qui dit je veux me reconvertir. Il vous dit c'est parce que je suis mal dans mon boulot, que l'ambiance dans la boîte me plaît pas, quelle que soit la taille de la boîte, ou c'est parce qu'ils ont une autre aspiration de vie qui est plus, j'irais presque plus philosophique. Oui, on voit bien, on l'a vu déjà en 2020, en 2019 aussi, qu'il y avait vraiment un vrai besoin de sens et qu'aujourd'hui dans les métiers cadres, dans les métiers de manager, on s'interroge vraiment sur quelle est la logique, la finalité. Hein. Pour le dire vulgairement, c'est un peu parfois qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est ça, et que du coup, cette crise effectivement sanitaire aujourd'hui,
accélère en fait cette logique de Et transition. ça, vous le constatez en termes de On le chiffres. constate effectivement en termes de chiffres, et j'ai envie de dire sur les territoires, on travaille auprès justement de ces cadres, dans le cadre de cette transition professionnelle, pour les réfléchir effectivement à quels sont les besoins sur le territoire sur lequel ils sont, quelles sont ces transitions nécessaires, qui sont les métiers qui deviennent obsolètes, Ouais. et comment les accompagner justement pour éviter le passage Pôle emploi, pour vraiment prendre les choses en amont, tel que c'est prévu d'ailleurs. Oui, de manière à ce que ça se chevauche et qu'il n'y ait pas de trou Voilà. et de rupture. C'est souvent l'enjeu de pouvoir renchaîner sur autre chose. Étienne Pujol, je ne sais pas, vous, comme avocat, vous avez, vous aussi, chez les avocats, la tentation de Venise, de se dire à un moment donné, j'ai trop de boulot. La tentation de Venise, c'était Alain Juppé qui, à un moment donné, avait dit, j'arrête la politique, j'en ai ras-le-bol, je vais partir à Venise, écrire des livres. Est-ce que vous, de temps en temps, vous l'avez, cette tentation de Venise, vous aussi, dans vos corps de métier, qui sont des métiers que les gosses aimeraient bien faire, puisqu'on l'a vu avec Fanny Griesmer, avocat, c'est plutôt coté. Oui, alors moi je le vois aussi parce que je suis administrateur de notre caisse de retraite et on voit effectivement l'évolution de la profession. On voit beaucoup de confrères et surtout de consoeurs, c'est-à-dire des femmes qui quittent malheureusement la profession après avoir été formées pour être avocat, qui quittent la profession très tôt parce que c'est très chronophage, c'est très contraignant, et notamment à l'arrivée du premier enfant, se disent voilà, je préférerais quelque part être salarié ou lever un peu le pied parce que les horaires sont pas compatibles avec ma vie de maman. Et pas toujours rémunérateur, c'est un métier parfois à Paris où on ne gagne pas très bien sa vie. Oui, le revenu médian est en baisse, oui. On l'a bien vu quand on est descendu dans la rue pour sauver notre système de retraite, etc. etc. Donc oui, effectivement, c'est une préoccupation parce que la formation initiale est très importante, la formation continue est un cœur de souci pour nous aussi, de préoccupation, et donc c'est quelque chose qu'il faut appréhender au niveau de la profession dans son ensemble. C'est vrai que un mot, parce qu'il faut qu'on parle ensuite du collectif qui est moins fun, qui est pas je crée mon potager bio dans le Gers après avoir été 4 pendant 20 ans. Là, c'est vraiment fun. Transco, on va le voir, c'est un peu moins fun. C'est du collectif, c'est voilà, on n'oblige pas, mais pas loin le cadre à passer à autre chose. Quoi. Et ce qui est intéressant quand même. Il va le subir, on va en parler. Ouais. Mais bon, ce qui est intéressant en tout cas, je trouve, dans ce dispositif, c'est que quelque part, il anticipe quand même des situations sur les territoires, et il permet en tout cas justement à ces cadres qui sont dans des métiers à risque, qui sont dans des métiers où on sait que ça va être de plus en plus compliqué, de pouvoir anticiper en amont, prendre cette démarche immédiatement pour pas se retrouver en chômage ou en chômage longue durée. Et ça, c'est un point positif quand même de ce dispositif. Et puis aussi, il faut dire que les entreprises qui sont les plus fragiles quand même, ce sont plutôt les petites et moyennes entreprises. D'abord parce qu'elles ont moins de fonds, et puis ensuite parce que c'est beaucoup plus difficile pour une PME de libérer le temps d'un ou deux collaborateurs pendant 24 mois. C'est beaucoup plus compliqué. Juste un mot, parce que vous accompagnez vos clients dans la performance commerciale. Il y a quand même le mot performance, sportif de haut niveau, il faut gagner, il faut gagner des marchés. Il y a aussi la tentation de Venise chez les commerciaux, parce que c'est un métier difficile, c'est un métier en transformation, on leur demande d'être dans le numérique, d'envoyer leurs messages sur Instagram, il faut être sur LinkedIn, il faut être partout, mais en même temps il faut qu'on continue à conduire la voiture pour aller voir les clients. Ça s'est durci aussi le métier de commercial, et là aussi il y a aussi des cadres qui vous disent moi j'en peux plus, je suis au bout. Ça a énormément évolué en fait. Le métier, comme beaucoup de métiers, c'est beaucoup digitalisé. Ah oui. Et c'est vrai qu'en fait la fracture se fait au niveau des personnes qui ne sont pas trop à l'aise avec les réseaux sociaux, qui n'y croient pas trop et qui ont l'impression que c'est chronophage. À juste titre, c'est chronophage, mais au bout d'un moment, ça paye. Mais il faut vraiment effectivement prendre le temps de connaître ses clients, de bien fidéliser son portefeuille. Ce sont des outils très, très efficaces en fait pour... Générationnel aussi. Aujourd'hui, il y a des commerciaux qui ont 50, 55 ans, qui ne sont pas de cette école, à qui on dit il faut basculer cela, vous disent non, moi j'y arrive pas. Quoi. Il y a des geeks aussi. Il y a des geeks aussi, c'est vrai. Il y a des geeks d'anciens informaticiens qui sont dans le commercial. Ouais. Donc si vraiment ils sont à l'aise avec les réseaux sociaux, ou les nouvelles techniques de prospection, là, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est garder en tête le fait de toujours se former. Donc, ça dépend du métier dans lequel on est commercial. Mais si vous êtes dans un métier comme je l'étais dans la com ou le marketing, vous êtes en amélioration continue, vous êtes toujours avec des nouveaux produits, toujours en train d'avancer, de chercher le prochain outil qui va nous permettre d'être encore plus efficace. Donc, dans ces cas-là, c'est une suite logique. Mais dans certains métiers plus traditionnels, effectivement,
le digital est venu tout chambouler. Donc quelque part, il faut une formation pour les commerciaux. Et oui. Les commerciaux, c'est vrai que les profils des commerciaux sont quand même des profils souvent qui ont beaucoup d'énergie et qui ont une capacité quand même, adaptabilité, souplesse, de grande souplesse. Et souvent c'est aussi des personnalités qui savent anticiper parce qu'ils ont. C'est très sportif tous ces mots-là. Ça marche dans le sport aussi. Souplesse, anticipation. C'est le taekwondo ça. C'est ça. Juste Transco, parlons-en quelques minutes parce que c'est un sujet. On était dans une forme de reconversion. On aurait pu la faire de manière traditionnelle cette émission, sauf que patatras, il y a Transco. Le gouvernement, c'est le ministère du Travail qui engage ce processus de transition collective. Et déjà, les syndicats se braquent, se cabrent en disant attention, transition subie, volontaire. Comment ça va se passer? Parce que vous êtes en première ligne sur cette transition. Bon, comme je le disais, nous, on est déjà dedans, j'ai envie de dire, puisque c'est notre métier au quotidien que d'accompagner justement sur les territoires. Collective. Et c'est vrai que, en tout cas, dans ce dispositif, l'idée aussi, c'est bien sûr d'accompagner de façon collective, mais aussi de partir de la logique territoire et de qu'est-ce qui s'y passe et de quels sont les besoins et quels sont les risques. Au plus près. Donc c'est vrai que là, typiquement, l'APEC est très présente puisqu'elle est justement, elle travaille au quotidien avec. Juste un exemple, parce que soyons concrets. Il y a Airbus aujourd'hui qui est dans une situation dramatique. Il y avait un plan social qui a été engagé. Les avions ne décollent pas ou peu. Les avions ne se vendent plus. Airbus va devoir faire appel à, j'imagine, à une transition collective. C'est ça dont il est question, c'est dire à des salariés qui avaient un job plutôt sympa, les avions ça se fait plus, il faut les remettre, les reventiler ailleurs. Comment on fait? Je pense que là, on est typiquement dans le cas de transfert de compétences. On sait que tous ces métiers-là peuvent basculer effectivement dans d'autres secteurs. Et l'idée, c'est de pouvoir justement faire le point sur le cœur de métier, les compétences, et voir comment on peut les transférer dans un autre métier. Et de le faire bien en amont, pour que ces personnes ne se retrouvent pas effectivement dans des situations ensuite de chômage. Sans passer par la case Pôle emploi. Pour éviter la case Pôle emploi. Juste, Étienne Pujol, sur le travail subi, la transition collective, c'est un joli mot, c'est l'idée sur le principe et le papier, c'est très intéressant d'ailleurs, de prendre finalement un paquet de salariés qui n'a plus d'espace professionnel, puisque le métier disparaît ou est en train de disparaître, et c'est de les faire basculer en s'appuyant sur leurs compétences. Sauf que j'ai lu les syndicats commencent à se cabrer en disant attendez, il faut aussi voir que l'entreprise doit déjà dans son éventail, dans le groupe, pouvoir reventiler et pas commencer à exfiltrer des salariés, parce qu'il y a un vrai enjeu. On se dit tiens, on va s'en séparer par la transition collective. Oui. Non, est-ce qu'il n'y a pas une facilité? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Mais c'est pour ça que ce qu'a mis en place le gouvernement est assez sensé, je trouve, parce qu'en amont, il y a une phase de diagnostic que l'entreprise doit faire avec ses partenaires sociaux, justement, dans le cadre de ce qu'on a appelé jusqu'à récemment la GPEC. C'est ça. Donc, c'est bien la prévision de l'emploi et des compétences. Et donc, on anticipe quels vont être les métiers dans notre écosystème. Dans l'écosystème, qui vont être amenés à disparaître. Et donc, permettre d'anticiper ça pour former ceux qui occupent ces emplois-là vers de nouvelles compétences qui sont définies grâce à l'APEC aussi, localement, comme des besoins. En Ile-de-France, par exemple, on a un gros manque, une grosse pénurie en termes d'infirmiers, d'aides-soignants, d'informaticiens, etc. Et donc, l'APEC va aider et l'entreprise va faire ce diagnostic d'anticipation de métiers en souffrance pour former ses propres collaborateurs à un coût normalement zéro pour les PME, puisque le reste à charge normalement est nul pour les petites entreprises. Exact. Et du coup, faire en sorte que ces salariés puissent, dans ce temps de 24 mois, être formés sur ces nouveaux métiers où là, l'emploi est en tension. Ogane, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce qu'en fait, quand vous prenez l'exemple des salariés d'Airbus, ils ont forcément des compétences très pointues qui peuvent intéresser beaucoup d'entreprises, mais je trouve que c'est bien qu'il y ait une aide extérieure pour les aider à aller plus vite dans ce basculement vers le prochain poste, parce qu'en fait, on n'est pas en train de vous pousser vers la sortie en vous disant on n'a plus besoin de vous, c'est plutôt on a besoin de vous ailleurs, et voyons comment, à travers une formation, vous pouvez transférer ces compétences qui sont clés et qui sont très recherchées sur un autre métier, sur un autre poste. On parle tout le temps des métiers les jeunes, on les forme aujourd'hui à des métiers qui n'existent pas encore, mais on les forme à des compétences clés qui font que, mises ensemble, ça va leur permettre... Sur des petits cubes qu'on peut assembler pour être adaptable. Et ça, on n'en est pas conscient. Quand ça fait des années qu'on est dans le même poste, dans la même entreprise, on n'est pas du tout conscient de ces compétences. Un peu comme quand on est athlète, on n'est pas du tout conscient qu'effectivement, on a des compétences qui vont intéresser les entreprises. Des soft skills, ce qu'on appelle des soft skills. C'est ça. Combativité, courage. Mais c'est bien de pouvoir dire aux salariés, voilà, vous savez faire, vous avez ces compétences-là qui sont recherchées dans tel type de secteur. Et l'APEC
vous accompagne. peut créer finalement une territorialité avec les régions, parce qu'elles sont impliquées, elles ont la compétence économique, ces fameuses régions, et par région, par région. Vous voulez intervenir? Précisons que chez Airbus, on peut aussi un jour, dans 10 ans, dans 5 ans, dire mais maintenant on reprend les avions, on est en train d'inventer l'hydrogène, l'électrique, et on aura besoin de vous. C'est pas des métiers qui vont mourir, on va avoir encore besoin de personnes chez Airbus. C'est terrible. C'est vraiment de l'anticipation, c'est-à-dire que les textes disent bien on est hors plan social. C'est ça. Tiens, un PSE, il n'y a pas de transco possible. En revanche, on est dans la GPEC, donc on prévoit prévisionnel. des compétences, et donc on fait ça a priori à froid, c'est-à-dire qu'on se projette vraiment à un horizon moyen terme en disant voilà, aujourd'hui voilà ce dont j'ai besoin, demain voilà ce dont j'aurai besoin. Forcément, il y aura du déchet, et il faut essayer de valoriser tous ces besoins de l'entreprise à l'avenir. Avant, il y avait la DATAR pour l'aménagement du territoire. Le Transco, c'est un peu la DATAR de l'emploi. C'est-à-dire, c'est de se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, on va bouger plutôt dans ce sens-là et on a besoin de ces salariés. Juste d'un détail qui n'en est pas un, les salariés, on les encourage, ils sont libres, ils sont contraints. Comment ça se passe? C'est un problème de droit, ça. Oui, ça qui est quand même intéressant, c'est que ces PME et ces cadres dans les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas habitués justement à avoir cette culture de la prise de hauteur, qui ne sont pas habituées parce qu'elles sont vraiment au cœur de leur... elles sont plus fragiles, donc elles sont au cœur de leur logique de chiffre d'affaires et de développement. Là, ça leur permet aussi, et ça c'est très positif je trouve, de pouvoir prendre de la hauteur de vue et d'être dans une logique de stratégie plus à long terme et d'anticiper effectivement les changements. Vous avez des chiffres, je ne sais pas si on les a encore, parce que c'est assez frais le Transco, donc on n'a pas de visibilité, mais est-ce qu'il y a déjà des entreprises avec lesquelles vous êtes en contact et qui vous ont dit, ben nous on est en train là de pouvoir faire basculer une population dans une activité particulière? Vous avez ou pas? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les territoires aujourd'hui se sont clairs, beaucoup de territoires ont indiqué quelles étaient la logique de leurs besoins, les métiers à risque sur leur territoire, leurs besoins qu'on connaît aussi, et que aujourd'hui le processus se met en place. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a déjà des entreprises qui vont utiliser ce dispositif. En tout cas, qui se sont positionnées. Et qui ont expliqué effectivement quels étaient leurs besoins. Donc il y a d'abord un diagnostic assez long pour d'abord, c'est ce que disait Étienne Pujol. Et puis d'un autre côté, il y a aussi ce diagnostic des secteurs sur lesquels il y a beaucoup de travail et beaucoup de besoins. Donc cela, on les connaît aussi. Le numérique. On sait le numérique, on sait tous les métiers de la santé, les aides-soignants, les infirmiers, tous les métiers aussi de l'accompagnement des personnes. Je suis un peu abrupte, mais comment motiver une femme qui avait un emploi dans le marketing ou un emploi qui... lui dire, tiens, regardez dans la petite enfance ou dans les EHPAD, pour le dire un peu directement, il y a beaucoup de travail. Quand elle regarde la fiche de poste et le salaire, elle y va pas. Mais on parlait tout à l'heure des métiers. On parlait tout à l'heure des métiers. On vend très beaux métiers, oui, certes, mais enfin bon, difficile, avec des horaires décalés, un salaire qui est faible. C'est les carrières des femmes, on en parlait tout à l'heure là avec le métier d'avocat. C'est vrai que moi j'ai coutume de dire quand même que on gère pas sa carrière de la même façon quand on est une femme que quand on est un homme. Et c'est vrai qu'avoir un moment justement d'étape où on peut avoir passé plus de temps en accompagnant les jeunes enfants, ça peut être un moment important dans sa vie et dans lequel on se positionne vraiment de façon sensée et reprendre ensuite une carrière différente quand les enfants sont devenus des adolescents ou des jeunes adultes. On sort aussi d'une faut pas faire rêver les gens, quoi. On sort aussi d'une longue période où les gens se sont énormément interrogés sur leur avenir, sur l'avenir de leur société. Donc certains ont vraiment eu peur de perdre leur poste, donc ont été leur déjà vie, dans pour le dire. Et leur vie. Et oui, c'est pour ça qu'on est allé si loin dans notre réflexion. Mais du coup, il y a peut-être plus d'ouverture de la part des salariés pour leur dire on va réutiliser vos compétences dans d'autres types de métiers. Ils sont plus prêts, je trouve, parce que on a tellement eu peur de perdre son métier que du coup on nous propose un plan B en disant vous pourrez revenir si vous le souhaitez, mais on va utiliser vos compétences autrement, donc effectivement ça aide. Et on parlait tout à l'heure de la quête de sens. Le système était protecteur. On parlait de la quête de sens. On voit énormément chez les cadres aux alentours de la quarantaine, début des quinquas, des gens qui disent mais en fait c'est le démon de midi professionnel dans mon univers et en fait c'est pas du tout ce dont j'ai envie pour la fin de ma carrière. C'est exactement ça. Autre chose et j'ai envie de sens. Et on les voit chez les millennials où ils se disent mais explique-moi pourquoi je dois faire ça. Et en fait les cadres et les
avec un cas aussi, se dit mais finalement pourquoi je ne serais pas acteur d'autre chose? Mais le Covid a créé un effet loupe sur la psyché, sur la manière dont on aborde nos vies. Je pense que ça a dû accélérer les processus de transformation psychologique en disant bon, ras-le-bol de faire ce boulot qui était sympa peut-être, mais moi je veux plus ça. Moi j'ai toujours rêvé de bosser. Les rêves d'enfant, comme disait Fanny. C'est exactement les rêves d'enfant de Fanny. Voilà le travail de qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes valeurs et vers quel type de structure j'ai envie de bosser. Mais donner sa patte. Vous voyez, on est à cheval dans ce débat entre la quête de sens, c'est-à-dire quelque chose d'assez beau, et de se dire tiens, je vais me tourner vers la boulangerie, je vais me faire un métier manuel alors que j'étais plutôt dans la finance, et puis on est dans la transco sur des métiers de la petite enfance, je leur dis, sur les métiers de l'aide à la personne, de la santé. Dont on sait qu'ils sont voilà les métiers de bouche, on cherche des bouchers, on cherche des poissonniers, on cherche même des cordonniers, je crois, qui sont des métiers pas toujours rémunérés. Donc c'est compliqué pour vous de les accompagner. On est moins dans le rêve, quoi. Ouais, on organise sa vie différemment après. Quand on est dans cette logique-là, on le voit. On est plus dans le don dans ce cas-là. C'est surtout qu'on a des cadres dirigeants ou des managers qui sont passés quand même par des moments difficiles dans leur entreprise, par des burn-out, par des difficultés, voilà. Et le fait de faire un métier dans lequel il y a une logique, il y a un savoir-faire, il y a justement cette logique comment dirais-je, de quête de sens, eh bien, ça leur permet de se ressourcer. Avant de nous quitter. Et le salaire passe en deuxième plan. C'est vrai, exactement. On fait les sacrifices financiers en se disant je fais un truc qui me plaît. Voilà, je ne peux pas y aller la boule au ventre. Et ça a plus de sens et je me sens plus en accord avec ce que je fais au quotidien. Et vous, Oghéné, et vous trois d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous êtes tous la tête dans le guidon à nous expliquer que c'est très important de se reconvertir et que c'est tellement génial. Et vous n'avez pas envie de passer à autre chose? Ah non, mais attendez, je viens de commencer. Ah, vous avez commencé. Non. Okay. Mais en plus, vous êtes bien dans votre poste. Je suis vraiment dans mon élément. J'ai même fait 2 bilans de compétences qui m'ont dit non, vous êtes exactement la performance. Vous l'avez revalidé. Mais voilà, mais c'est les conditions dans lesquelles je faisais. Donc plutôt que d'être dans une grosse structure, je suis à mon compte et j'ai plus de choix pour les clients avec lesquels je vais travailler. Donc vous êtes bien dans vos mocassins ou dans vos bottines. Ouais, là je ne ça. Étienne, tu feras ton droit, passe ton bac, fais ton droit, deviens avocat. Il n'y a pas envie chez vous de faire autre chose ou vous êtes à votre place au bon endroit? Non, moi ça a été un métier que j'ai embrassé à 26 ans avec passion et je suis toujours passionné 25 ans après. Donc vous êtes à la bonne place. Oui. Pourtant on se pose des questions, comme tous les avocats, toutes les personnes à l'approche de la cinquantaine, on se dit est-ce que vraiment je suis là où je voudrais être? Et en fait oui. Vous êtes bien là où vous devez être. Et en plus sur le plateau de Smart Job, c'est quand même pas mal. Excellent, il faut le dire. Je veux dire, aujourd'hui, vous qui recevez tout le temps des gens... Voilà, mais on est aussi à un moment qui est difficile, mais qui est extrêmement intéressant. Parce qu'on vit une vraie transition, une vraie évolution, un vrai c'est un défi pour vous, c'est un défi pour nous. Et puis cette anticipation, en tout cas, qui est faite avec ce dispositif, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Dont on parle pas aussi beaucoup. Pour nos entreprises, ça qu'on accompagne le plus à la PEC, qui sont ces petites et moyennes entreprises et les cadres qui bénéficient le moins en fait d'accompagnement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux. C'est une super époque de toute façon pour se former, pour aller chercher l'information. On a Internet, on a tout. On peut se tester, on est quand même dans un pays qui nous permet d'être aidé dans... Protecteur. Voilà, très protecteur. On peut essayer des choses pendant quelques mois, c'est le moins qu'on puisse dire. Aller sur le terrain et sans perdre directement sa rémunération. Et garder son statut, ses cotisations, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, parce que c'est tout l'enjeu. On finance aussi ça. Et oui, parce que tout d'un coup, la mutuelle et tous ces sujets dont on ne parle pas beaucoup, qui fait que en patatras, tout s'effondre. C'était un plaisir de vous accueillir. Oghéné Lemoginson, très à sa place dans ce cabinet négo dont vous êtes la fondatrice, c'est vous la patronne. Ancienne sportive de haut niveau, ancienne championne de taekwondo. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci Étienne Pujol. Berilo, j'ai dit Barilo, c'est Berilo le cabinet dont vous êtes associé, bien à sa place depuis 25 ans. Et puis Alexandra est avec nous de l'APEC. Elle est en charge bien justement de l'accompagnement de ces entreprises, de ces PME et de Transco que vous soutenez, que vous portez. C'est-à-dire qu'on est un acteur en tout cas des territoires. Alexandra, petit signe, voilà pour votre nom entier. C'est bientôt fini, Fenêtre sur l'emploi, notre partenaire, Le Bon Coin, va nous rejoindre, on va parler de la marque employeur. Bah oui, le Bon Coin, ça cartonne en matière d'emploi, bah oui, tout le monde dit oui, et Pauline Roche va nous rejoindre dans quelques instants. Avec le groupe Belvédère.